Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est l'AIT Smart, dernier numéro de la semaine. Ravi de vous retrouver. Durant une heure, on va tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment. On va, dans un premier temps, évoquer rapidement les mesures annoncées par le gouvernement hier soir, le couvre-feu et tout le reste. Ensuite, on consacrera une large partie de cette émission à parler des États-Unis. On est à J-5 avant l'Inauguration Day à Washington. L'occasion de faire le point sur la situation aux États-Unis, notamment économique bien sûr, au lendemain de l'annonce par Joe Biden de son American Rescue Plan de 1 900 milliards de dollars. On fera le point sur la situation politique aussi, ce sera l'occasion de revenir, de poser la question de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, ce qui a été un des fils rouges de cette semaine depuis les événements de la fin de semaine dernière. Bref, voilà, un espèce de bilan, enfin en tout cas de vision de mes invités sur la situation américaine. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra aujourd'hui encore sur le dossier Carrefour. Vous avez sûrement vu que Bruno Le Maire est revenu une fois encore sur le sujet. Manifestement, il a craint qu'on ne l'ait pas bien compris. Donc il a assuré ce matin que son refus était ferme et définitif, bien que courtois. Le mot a été prononcé par le ministre de l'économie. On s'interrogera sur l'après. Voilà, quelles peuvent être les conséquences, qu'est-ce que tout ça veut dire sur notamment le rôle de l'État dans l'économie française. Mes invités ce soir pour évoquer tous ces sujets, Jean-Marc Vittori, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique, éditorialiste au quotidien Les Échos. Jérémy Guez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé à HEC, économie, affaires internationales. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, notre petite question apéritif. Les conférences de presse de Jean Castex et du gouvernement le jeudi 18h se suivent et se ressemblent ou ne se ressemblent pas, mais globalement plutôt se ressemblent. C'est mon sentiment en tout cas. 1h45 hier soir pour probablement 3 ou 4 annonces. C'est quand même effectivement très lent. Alors effectivement, notamment quand les annonces sont quasiment déjà connues, comme ce couvre-feu avancé à 18h à partir de ce soir, minuit donc dans toute la France. Autres annonces, alors effectivement dans ce catalogue évoqué hier par le gouvernement, notamment par le Premier ministre. Regardez, moi j'ai retenu celle-là, l'histoire des tests PCR négatifs obligatoires pour tous les voyageurs en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne. Ça, c'est à compter de lundi, nous a dit le Premier ministre. Donc les voyageurs qui souhaitent venir en France devront effectuer un test PCR avant de partir. Et il faudra présenter donc ce test pour embarquer dans un avion ou dans un bateau. On peut se poser la question, voilà, pourquoi avoir attendu le 14 janvier 2021 pour commencer à s'intéresser à suggérer aux gens qui rentrent dans le pays d'avoir un test, voire en tout cas d'opérer des contrôles aux frontières. En matière de vaccination, Olivier Véran était également présent lors de cette conférence de presse hier. Il a résumé un peu ses propos dans ce 2-3 tweets. Là, plus de 6 millions de Français sont appelés à se faire vacciner à partir de lundi. Donc 6 millions, c'est la population concernée par les critères avancés, âgés de 75 ans et plus, quel que soit l'âge, si particulièrement vulnérable aux formes graves de la maladie. Le ministre qui nous dit que chacun pourrait être vacciné au fur et à mesure des livraisons de doses de vaccins à la France. Cela prendra plusieurs semaines et se fera donc progressivement. Et puis il précise 3 manières de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination. Contacter directement le centre le plus proche de chez vous, donc ça marche, ça marchait même hier. Inscrivez-vous sur santé.fr, ça ne marchait pas hier, et appelez le 0800 009 110. Non plus. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces mesures, du contexte, Jean-Marc, voilà, les espèces de les petits éléments un petit peu taquins que j'évoquais moi-même en commentant ces annonces. Alors, on reste dans un scénario qui est totalement imprévisible, comme c'est le cas depuis maintenant près d'1 an. Ouais. Et donc, le gouvernement s'adapte à chaque fois. Et on a du mal à s'y faire, parce qu'on a du mal à s'imaginer qu'on est dans un environnement qui est totalement imprévisible. Or, c'est le cas depuis 1 an. Le gouvernement s'adapte tant bien que mal. Bon, là, il y a eu l'annonce du couvre-feu en espérant que ça va freiner la diffusion. Il y a eu l'annonce des mesures financières aussi. Donc, voilà, bon, ça, je dirais que c'est le jeu normal. Et que on est agile, on s'adapte, voilà. Et ça, on s'en sort plutôt bien. Alors ensuite, on a très vite envie d'être taquin, effectivement, parce qu'on n'en rate pas une, ou plutôt on rate toutes les portes avec une méthode absolument extraordinaire. On avait commencé par rater, vous vous souvenez, les masques, le
traçage, les tests, le démarrage des vaccins. Et puis là, on annonce, ça y est, on va pouvoir prendre rendez-vous, enfin toutes les personnes au-delà d'un certain âge ou qui ont des problèmes de santé vont pouvoir se faire vacciner et prendre rendez-vous. Le système saute le premier jour et on nous explique que c'est pas que le système saute, il n'est pas en panne, simplement que les autorités ont préféré l'arrêter. Mais enfin bon. Ça marche pas. Il y a un numéro pour prendre rendez-vous qui devait être en service hier matin et le numéro n'était pas encore communiqué. C'est Jean Castex ou Olivier Véran, je ne sais pas qui l'a communiqué hier soir. Enfin, voilà, il y a même à la fois il y a un travail méthodique qu'on voit, notamment sur le plan économique, et en même temps une capacité à rater toutes les portes sur cette piste de l'épidémie qui est impressionnante. Jérémy, votre sentiment, votre analyse Je suis assez d'accord avec Jean-Marc. Ce qui est remarquable, oui, l'imprévisibilité, ça, on ne peut pas leur reprocher. Ouais. Aller à tâtons, ça non plus, on ne peut pas leur reprocher. Ce qui m'a manqué hier dans les déclarations de Jean Castex, c'est une expression de l'idée que tout ça, c'était encore gérer la crise au jour le jour. Qu'en théorie, on a un outil qui s'appelle le vaccin et qui, à long terme, pourrait tout régler. Mais là, on a l'impression vraiment de jouer à ça au jour le jour et de pas forcément avoir un cap. Sur tous les bugs informatiques et tout ça, moi, ça m'a fait penser aussi à ce qui s'était passé sous Barack Obama quand lui, il a lancé sa grande réforme de la santé. Le site Internet ne fonctionnait pas. Et ça vous avez raison de le rappeler, ça montre qu'il n'y a pas qu'en France que... Absolument, mais c'est non seulement que ce n'est pas qu'en France, mais le politique souffre d'un déficit de compétences parfois qui est remarquable. Et ce déficit de compétences, on peut le trouver partout. Mais quand on est au milieu d'une crise, quand on est en train de jouer son avenir politique, en quelque sorte, parce que 2022, c'est après-demain, c'est peut-être pas demain, mais c'est après-demain, on se dirait quand même qu'il y aurait suffisamment de moyens financiers et humains dans ce gouvernement pour faire en sorte que tous ces couacs n'arrivent pas. Eh bien, ça arrive quand même. Le contre-exemple dans tout ça, c'est quand même l'exemple israélien dont on a beaucoup parlé au niveau des vaccins. Ça a été remarquable parce que assez naïvement, je n'avais pas fait le lien avec les élections à venir en Israël. Et là, visiblement, en Israël, tout le monde en parle. Et tout le monde est convaincu que Netanyahou a mis les bouchées doubles parce qu'il était en posture délicate politiquement. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que peut-être qu'il n'y a peut-être pas d'alternative, ne serait-ce que parce que l'opinion publique, ma foi, est assez satisfaite. Alors on peut comprendre qu'il ait mis les bouchées doubles parce qu'il y a une élection très proche, mais globalement, tout le monde, vu l'enjeu, devrait mettre même pas forcément électoral, y compris d'abord financier, économique, enfin bref, et puis sanitaire quand même, d'abord médical. Absolument d'accord. Qu'est-ce qui fait, on a regardé, qu'est-ce qui fait que les Israéliens étaient meilleurs sur le sujet? Alors c'est un plus petit pays, bien sûr, mais globalement, ils ont le nombre de doses injectées rapport à la population, on est à 25%, en France on est à 0,5%. Donc ça a quand même un rapport de 1 à 50. C'est quand même impressionnant. Ils ont commandé les vaccins dans leur coin. Nous, on a attendu l'Europe. On nous a dit que c'était mieux. On attend de voir, on fera les bilans à la fin, encore une fois. Il ne faut pas se précipiter. Mais commandé aussi les vaccins indépendamment d'une entité comme l'Europe. Ce que j'ai compris aussi, c'est que les Israéliens ont accepté de rendre leurs données médicales publiques à l'industrie pharmaceutique, ce qui a un peu accéléré. C'était un peu un gagnant-gagnant. D'accord. Et l'autre aspect, alors là aussi, je dois dire, je ne suis pas du tout spécialiste, mais de ce que j'ai pu comprendre aussi, connaissant un peu la France, connaissant un peu ce petit pays qui est Israël, je crois qu'il y a une différence culturelle énorme, c'est qu'en France, la logistique, ça relève je dirais, des petites mains. Tandis que dans un pays dans lequel l'armée est tellement omniprésente et joue un rôle, et d'un point de vue logistique, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu aussi de ce point de vue-là. C'est des questions culturelles assez intéressantes en temps de crise. Est-ce que c'est pas risqué, Jean-Marc, que Olivier Véran nous dise 6 millions de Français peuvent se faire vacciner à partir de lundi, alors que déjà on sait qu'on n'est pas capable en termes de logistique, je ne parle même pas des doses de vaccins, d'organiser, et que si on arrive à avoir 2 millions de doses d'ici février, ce sera bien le Pérou. Aujourd'hui, on a appris, les Allemands nous ont dit qu'après, on transmis les informations de Pfizer selon lesquelles Pfizer allait arrêter ses livraisons pendant 2 ou 3 semaines pour des problèmes de production. On appuie sur l'accélérateur, on donne des grands chiffres, on dit qu'on va patienter. Finalement, une semaine après, on dit 8 millions de personnes peuvent se faire vacciner. Finalement, on sait bien que non. Voilà, c'est difficile à gérer, évidemment. C'est plus facile de commenter et de critiquer que de faire. En la matière, il n'y a pas de doute. Oui, c'est plus difficile, effectivement, de faire que de commenter. Mais bon, clairement, ils sont à tâtons là-dessus. Ils ont commencé par dire que finalement, on n'allait pas commencer très vite. Et puis, ils se sont rendus compte que les autres allaient plus vite et que
Français, mais même pas trop ça. Et donc, ils ont décidé de mettre un coup d'accélérateur. Donc, maintenant, on dit des gros chiffres, tout en sachant qu'on ne pourra pas les respecter. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, on est à tâtons dans une espèce de dialectique bancale qui est un peu agaçante. Je pense qu'il y a une partie qui est même très, très difficile à gérer. Il y a une autre partie où on a l'impression tout de même, encore une fois, qu'ils enchaînent les maladresses. Oui, je rappelais je regardais les chiffres sur Our World in Data là ce matin. On est à 0,5% de la population vaccinée à peu près en France. L'Allemagne un peu au-dessus de 1, l'Italie à 1,5, les Américains au-dessus de 3, les Anglais au-dessus de 5 et donc l'Israélien, on en parlait, autour de 25. À suivre, bref, en tout cas sur ces sujets qui impactent directement l'économie, sur lesquels on avance, comme vous le rappeliez, à tâtons. Tout de suite, on part aux États-Unis. Nous sommes à J-5 aux États-Unis de l'Inauguration Day, le jour de l'inauguration de Joe Biden qui prêtera serment à Washington mercredi dans un contexte évidemment très très particulier. Regardez cette photo qui a été poussée par l'AFP sur les réseaux tout à l'heure. Déserté, quadrillé, calfeutré de points. Washington est méconnaissable. Donc là on distingue effectivement des barrières dans les rues. On a tous vu, on imagine, les photos de la garde nationale tous ces soldats de la garde nationale qui dorment à l'intérieur du Congrès par terre un petit peu partout, un truc un peu surréaliste. La cérémonie, c'est une cérémonie, donc même s'il n'y aura pas beaucoup de spectateurs compte tenu de la situation sanitaire, il y aura 2 stars. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus malin en la période, mais voilà, Reuters nous explique que Lady Gaga chantera l'hymne national mercredi et que Jennifer Lopez, J-Lo, donnera un concert à l'occasion de cette cérémonie à Washington la semaine prochaine. Les petits malins, les petits taquins se réjouissent de voir des cartons de déménagement derrière la Maison-Blanche. Regardez, beautiful sight, une jolie vue, une jolie vision pour le commentateur en question. On imagine qu'il est plutôt démocrate. Moving boxes arrive at the White House. Donc effectivement, ça y est, M. Trump fait ses valises. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est des cartons, pas encore des valises. Hier, donc, plus sérieusement, le président élu Joe Biden a présenté son plan. Il nous a dit pas de temps à perdre pour contrôler le virus et reconstruire notre économie en mieux. A-t-il dit, voilà, j'annonce mon America Rescue Plan. Intéressant, parce que c'est un Rescue Plan, c'est pas un plan de relance. Donc le plan de relance viendra, on va en parler, viendra dans un deuxième temps. Globalement, une enveloppe totale de 1 900 milliards de dollars avec un chèque supplémentaire en fin d'année 2020, fin décembre. Les congressmen s'étaient mis d'accord sur un chèque de $900. Cette fois-ci, il y aura un chèque supplémentaire de $1 400 pour les Américains. Et puis dans le cadre de ce plan, et c'était annoncé dans la campagne, dans les annonces, les promesses du candidat, le salaire minimum devrait être porté à $15 de l'heure, ce qui est assez considérable par rapport à son niveau actuel. C'est quasiment un doublement. Et à cette occasion, l'économiste Gabriel Zucman a sorti une petite courbe pour montrer que voilà, le salaire minimum fédéral aux États-Unis était, avant cette annonce, à son niveau le plus bas relativement au revenu moyen des travailleurs américains depuis la création de ce revenu minimum. On passera peut-être la courbe tout à l'heure. Jérémy, entre la situation économique, la situation politique, globalement, j'ai écrit, comment vont les États-Unis à 5 jours de l'Inauguration Day? Il s'est passé beaucoup de choses depuis le 1er janvier. Oui, absolument. Vous savez, j'ai souvent dit à qui voulait bien l'entendre, les États-Unis ont cela de remarquable d'être capables de créer le poison et l'antidote à chaque fois. Là, ils se sont créés quand même un sacré poison. Parce que, donc, impeachment qui a été voté, ça veut dire qu'il va y avoir un procès au Sénat. Et en même temps, vous venez de le rappeler, Joe Biden propose un plan de sauvegarde de l'économie, pour sauver l'économie. Donc il va y avoir une coalition des agendas en quelque sorte. Légalement, le procès en impeachment devrait commencer à 1h de l'après-midi le 20 janvier, donc mercredi prochain, c'est-à-dire 1 heure après l'inauguration de Joe Biden. Donc toute la question est de se poser, ça sera quoi la priorité dans cette affaire? Je vous interromps, Jérémy. Justement, Biden a tweeté mercredi soir sur ce sujet, juste après le vote de l'impeachment. Ça s'affiche.
Aujourd'hui, à l'occasion d'un vote bipartisan, il dit bipartisan parce qu'une quinzaine de républicains se sont joints aux démocrates, la Chambre a voté l'impeachment du président Trump afin qu'il rende des comptes. Le processus va maintenant se poursuivre au Sénat et le plus important, j'espère qu'ils feront face à leurs responsabilités sur l'impeachment, tout en travaillant également sur les autres affaires importantes de ce pays. En fait, il est emmerdé par cette histoire de Joe Biden, manifestement, parce que globalement, on ne peut pas tout faire en même temps. Oui. Ils ont la main, mais pas complètement, les démocrates au Congrès. Oui. Et donc tout ça va se percuter. Et il est en train de répondre à la question les deux, mon général. Mais bon, ça, c'est la réponse théorique du patron. En pratique, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et je pense qu'il est d'autant plus ennuyé aujourd'hui, Joe Biden. C'est un peu le paradoxe politique qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, mais qu'on voit dans toutes les démocraties occidentales. C'est que c'est un président qui contrôle, bien entendu, donc l'exécutif, qui contrôle le législatif, puisqu'il a la Chambre des représentants, et il a le Sénat, puisqu'ils sont à 50-50, mais c'est sa vice-présidente Kamala Harris qui votera. Donc il est en position de toute puissance, mais face à un parti en lambeaux. Et ça, on a vu que par le passé, ça pouvait être une véritable malédiction de ne pas avoir une véritable opposition. Et ça peut poser quelques problèmes parce que ça veut dire que l'opposition incontrôlable, on ne sait pas d'où ça peut sortir. Est-ce que ça va être la partie trumpiste du parti qui représente à peu près 33 à 40% de l'électorat? Est-ce que ça va être ces conservateurs traditionnels qui vont vouloir reprendre la main sur le parti? Tout ça, ça n'augure bien. L'inauguration, c'est mercredi. N'est-ce pas pour un Joe Biden qui s'est donné cette mission assez légitime d'essayer de retourner la dynamique économique et politique dans le pays. Sur cette question d'agenda, donc on résume, le Sénat, il a quand même 3 choses à faire, là, à partir de mercredi. Il est censé débattre d'un impeachment, puisque il joue le rôle de juge final. Hein, effectivement, la Chambre des représentants, il vote pour apporter un dossier, c'est le Sénat qui décide, donc ça ne se fait pas forcément en un quart d'heure, a fortiori si les Républicains n'ont pas envie que ça se fasse en un quart d'heure. Il doit valider toutes les nominations de l'administration Biden, enfin en tout cas toutes les principales, et il doit, dans une procédure parlementaire classique, voter, se prononcer sur ce plan de soutien, non pas de relance, avant ensuite un plan de relance. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous à court terme pour l'Amérique? Le sujet économique, purger le sujet politique, Jean-Marc? Vous oubliez le plus important, ce sur quoi Joe Biden s'est fait élire, c'est maîtriser l'épidémie. Et bien sûr... vous avez raison. C'est pas 3 dossiers, c'est 4. Ouais. Les dossiers-là est absolument essentiel. Mais globalement, il vaccine quand même. Globalement, je ne sais pas s'il vote. Il ne suffit pas de vacciner. Il va falloir continuer d'organiser la lutte contre l'épidémie de manière beaucoup plus ferme que ce que ça a été fait jusqu'à présent. Je rappelle que Joe Biden en a parlé beaucoup pendant sa campagne. Je rappelle aussi qu'il est très vraisemblable que sans cette épidémie, Trump aurait été réélu. Il n'aurait pas été élu. Et donc, il y a des attentes fortes. En plus, on va voter très vite aux États-Unis à nouveau. En novembre, dans un peu moins de 2 ans. 2022, en novembre de l'an prochain, on vote aux États-Unis. Donc, s'il ne fait rien là-dessus, ou s'il foire ce dossier avec autant de majesté que son prédécesseur, il est certain de perdre les élections, alors que sa majorité est extrêmement ténue. Donc ça, c'est le point suivant. C'est qu'il y a une majorité qui est extraordinairement faible. Qui s'est réduite, rappelons-le, à l'occasion de ces élections. Jérémy a rappelé le 50-50 au Sénat. La Chambre des représentants, le nombre de représentants démocrates a diminué. C'est l'une des majorités les plus faibles. Il y avait 12, quelque chose comme ça, autour de... Et si on regarde l'élection même de Joe Biden, on peut dire qu'il a été élu avec plus de 7 millions de voix, que jamais président américain, si ce n'est Barack Obama, a été élu avec autant de voix, etc. Quand on regarde d'un peu plus près, parce que l'élection américaine, c'est pas le vote populaire, où c'est les 7 millions qui comptent. Il aurait suffi que 55 000 Américains qui ont voté Biden aient voté Trump pour que Trump soit réélu. Dans 3 États. Dans 5 États. Donc c'est une majorité en fait extraordinairement faible. Donc il va falloir qu'il fasse énormément de choses en même temps, avec une majorité politique extrêmement faible et un pays qui est extraordinairement divisé. C'est ce qu'ont montré les événements de la semaine dernière. Du Capitole. C'est un pays qui est profondément divisé, et divisé même violemment. Moi, je craignais qu'il y ait des moments de violence qui se produisent juste dans la foulée de l'élection. Mais comme l'élection, on a été pendant plusieurs jours sans savoir, je pense que ça a mis un peu d'eau sur les excités. Mais les excités, ils sont là. Et en plus,
on a fait les comparaisons avec les Gilets jaunes. Moi, je pense que cette comparaison me paraît un peu fragile, ne serait-ce que pour un point, c'est que aux États-Unis, c'est extraordinairement clivé géographiquement aussi. Les gilets jaunes en France, on a eu les gilets jaunes des villes et puis les gilets jaunes des champs, des ronds-points, ronds-points des Champs-Élysées et des ronds-points à la campagne. C'était des populations extrêmement différentes. Là, c'est une population extraordinairement homogène. Quand vous regardez les photos de ce qui s'est passé au Capitole, vous avez l'impression que les milliers de personnes qui ont envahi le Capitole, c'est tous les mêmes. Et ils ne viennent pas de Washington, ils ne viennent pas de New York. Non, ils sont venus loin. Ils viennent des campagnes. Et toutes les campagnes ont voté Trump, alors que toutes les villes ont voté Biden. Donc c'est un pays qui est extraordinairement divisé, aussi dans l'opinion publique, non seulement dans les institutions politiques, mais aussi dans l'opinion publique. Et donc faire 4 chantiers en même temps dans un pays qui est très divisé, à la fois dans les institutions politiques, mais aussi dans la politique au quotidien, ça risque d'être très, très, très compliqué. Sacré job pour Joe Biden, 78 ans. Alors, il connaît bien la procédure parlementaire. Donc, sur ça, effectivement, on sait que globalement, il sait probablement y faire, mais en même temps, il a un dossier extrêmement compliqué. Est-ce qu'il y a urgence économique quand on se compare? En tout cas, quand on regarde d'un point de vue des chiffres macro, on a quand même l'impression que ça va mieux là-bas qu'ici. Il y a moins de 7% de chômeurs. Voilà, ils ont recréé la moitié des jobs qu'ils avaient perdus, donc ils sont de nouveau. Alors, pour eux, c'est beaucoup, entre 6,5 et 7% de chômeurs, mais nous, on aimerait bien ça, même quand tout va bien. Donc, et en même temps, il y avait manifestement consensus sur le fait qu'il y avait cette urgence à remettre encore des centaines, des milliers de milliards dans l'économie. Comment expliquer cette espèce de... Ce que moi je lis comme un décalage, mais que j'ai peut-être tout à fait tort, Jérémy. Je ne sais pas si vous avez tort, mais si vous voulez, le sentiment de déclassement que Jean-Marc vient de décrire est fondamental. Parce qu'effectivement, ils se ressemblent tous. Ce sont tous des blancs de zones principalement rurales. C'est les déclassés, c'est les perdants de la mondialisation. Et c'est-à-dire que le pays ne va pas continuer à bouger sans eux. C'est pas possible. Ça, c'est un fantasme de Washington. Je veux dire, ils font partie, pour le meilleur et pour le pire, de ce pays. Donc, ce président va devoir les réconcilier, il va devoir leur parler. Et je pense que Joe Biden sait être aussi populiste que Donald Trump. Mais c'est quelque chose qui va exiger un effort politique, mais absolument énorme. Et même quand vous regardez la tonalité du discours même de Joe Biden, quand il parle de commerce international, quand il parle de Chine, finalement, moi, je vois très peu de différence avec Donald Trump. Bien entendu, quand il ira à l'international, il ne parlera pas comme Trump. Quand il parlera de l'Europe, il ne parlera pas selon les mêmes termes, et ainsi de suite. Mais il y a quand même une tonalité trumpienne bien définie qui remet en cause cette idée qu'on croyait sacro-sainte, à savoir que la mondialisation était censée être gagnant-gagnant. Et là, de plus en plus, un certain nombre de gens à Washington considèrent, comme on dit dans le jargon, c'est un jeu à somme nulle. Ce que tu perds, je gagne. Ce que je perds, tu gagnes. Et donc, j'espère que je me suis pas trompé. Non, ça a été bon, je crois. Voilà, c'est ça. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a plus une Amérique qui cherche des compromis, il y a véritablement une Amérique qui est poussée par ça. Maintenant, sur la situation économique, ce qui est remarquable là aussi, c'est le décalage entre deux Amériques fondamentales. Effectivement, l'Amérique a recréé à peu près la moitié des emplois qui ont été perdus, mais l'autre moitié tarde à revenir. Un économiste du BS considère qu'il y en a au moins 5 millions d'emplois qui ne reviendront pas. Donc il y a toute une partie de l'Amérique, elle se porte merveilleusement bien. Ma foi, elle a redécoré la maison, elle s'est fait son petit bureau et tout va très très bien. Comme chez nous, hein. Oui, c'est là pour le coup. Mais il y a toute une autre partie de l'Amérique qui se porte extrêmement mal. Ouais. C'est cette fameuse, alors on en a parlé ensemble à de nombreuses reprises, mais cette fameuse reprise en cas qui fait que finalement, Joe Biden, je pense, n'exagère pas l'ampleur de la tâche parce que pour réconcilier le pays, on ne peut pas le faire sans penser cette barre descendante du cas qui risque de peser non seulement économiquement, mais aussi politiquement et dans la capacité du pouvoir politique à réconcilier ce pays. Vous vouliez intervenir sur l'Amérique qui se porte bien Oui, sur la différence États-Unis-Europe. On a eu deux types de politiques très différentes qui ont été menées face à cette crise sanitaire. En Europe, on a accompagné. On a accompagné les entreprises pour qu'elles puissent garder leurs salariés. Et on a accompagné les entreprises aussi pour préserver, pas tout, mais une bonne partie de leur trésorerie. Donc ça s'est appelé chômage partiel, et puis en France, prêt garanti par l'État. Mais dans tous les pays européens, il y a eu d'une façon ou d'une autre des dispositifs de ce genre-là. Les États-Unis, il n'y a pas eu ça du tout. Il y a eu, on envoie un chèque, c'est ce qu'on a fait en avril dernier, c'est ce qu'on fait en décembre, c'est ce que vraisemblablement on va refaire à un moment dans l'année. On envoie un chèque à tout le monde. Voilà. Enfin, à beaucoup de monde. Bah,
avec aussi des arrière-pensées électorales, il ne faut pas non plus être naïf. Mais derrière, il y a un tissu qui est beaucoup plus... alors, il y a le tissu qui a résisté à la crise, et celui-là, il repart sans problème. Mais le tissu qui a été démoli, il a disparu. Alors qu'en Europe, en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, il est encore là. Alors, non seulement il a disparu, mais il est même plus encore là que d'habitude, puisqu'il y a moins de faillites que d'habitude. Les entreprises ont été soutenues. On peut dire qu'il est sous transfusion, etc. Mais il vit encore. Alors qu'aux États-Unis, il a été tué. Et c'est beaucoup plus difficile à recréer de rien, from scratch, que de relancer un malade qui a été mis en respiration artificielle pendant un certain temps. Et donc, je crois que c'est difficile de comprendre cette obsession américaine de Joe Biden, mais pas uniquement, pour la relance, si on n'a pas en tête le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation beaucoup plus compliquée qu'en Europe, à la fois parce qu'il y a moins de filets de protection sociale, mais aussi parce qu'on n'a pas mis de dispositif de sauvegarde pendant cette période absolument exceptionnelle. Jérémy. Sur ce dossier en particulier, il y a eu les résultats d'un focus group qui ont fuité dans la presse, y compris chez vos confrères d'Axios. Un focus group organisé par des stratèges démocrates qui essayaient de comprendre quelque chose de fondamental qui a surpris beaucoup de gens en novembre dernier, le vote latino qui n'est pas allé systématiquement chez les démocrates. Oui, il y a eu un gros tiers chez les républicains. Oui. Et il y a eu ce focus group, et c'est vrai que quand on étudiait l'Amérique en 2010-2012, on voyait cette tendance démographique, et on se disait, naturellement, les démocrates vont être en position d'avantage pour gagner la Maison-Blanche. Patatras, en 2016, tout ça s'est effondré. Et quand on s'est intéressé, quand on les a fait parler, ces latinos, ils nous ont dit, arrêtez d'essayer de me mettre dans des cases. Arrêtez de me parler à moi en tant dans mon identité de latino. En tant que latino. Absolument. À la fin des fins, je veux un boulot. Et ça, à mon avis, politiquement, Joe Biden l'a compris aussi, parce que l'échec et la capacité de relancer l'économie, c'est ce qui est attendu de lui politiquement, déjà dès 2022, Jean-Marc le rappelait, mais à long terme, pour pouvoir donner un tremplin à son parti, qui n'est pas en très bonne posture non plus, relativement meilleur que celui du Parti républicain aujourd'hui. 2022, il faut se souvenir qu'il y a les élections effectivement de mi-mandat, dont notamment en Géorgie, puisque c'était qu'une élection partielle. Et donc, ça voudrait dire qu'il pourrait perdre très rapidement cette majorité au Sénat, un peu comme Obama en 2010, après son élection en 2008. Et là, politiquement, ça risquerait de se gâter pour lui. Alors, en évoquant les latinés, vous mettez aussi le doigt, me semble-t-il, sur des questions qui ne sont pas économiques, mais qui sûrement ont motivé aussi motivent le vote républicain, le vote Trump, sur ce qu'on appelle en France la sécurité culturelle, enfin voilà, par rapport à ce sujet. Est-ce que Biden ne va pas avoir aussi quand même un vrai sujet avec l'aile gauche de son parti ? Moi, j'ai vu il y a 2 jours la vidéo de Mme Ocasio-Cortez d'une violence verbale incroyable contre les républicains qui n'ont pas forcément retourné la veste, mais qui ont juste dit trop c'est trop, machin, en disant c'est trop tard, vous êtes des lâches, vous devez, voilà, c'était la terreur, hein, c'était l'acquisition. Donc il y a quand même un sujet aussi chez les démocrates. Comment, voilà, est-ce qu'il est capable de gérer ça, Biden, d'avoir suffisamment de républicains quand même, les plus centristes avec lui, enfin en tout cas sur un certain nombre de textes, de conserver sa majorité démocrate relativement homogène. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus ? Est-ce que ça ne va pas aussi être un défi quand même pour lui ? Il va y avoir des questions de toute façon sur la survie du bipartisme aux États-Unis, ça c'est évident. Sur Alexandria Ocasio-Cortez, loin de moi l'idée de la défendre, elle s'est trouvée dans une situation mercredi dernier dans lequel, mercredi de la semaine dernière, dans laquelle elle s'est demandé si c'était pas terminé pour elle. Donc je pense que les sentiments et les sensations... Parce qu'elle était à la chambre, elle était dans le building, quoi. Et voilà. Et donc quelqu'un à côté qui disait elle est là. Exactement. Donc je pense que, et ça, tous nos téléspectateurs se rendent compte que les États-Unis ne sont pas forcément un pays très rationnel en ce moment, parce qu'ils viennent de traverser une crise dont on ne peut pas surestimer l'ampleur. D'accord. Mais effectivement, il y a un tel clivage même dans la classe politique qui pose problème. Alors, dans le jargon, on appelle ça le tribalisme, c'est-à-dire cette idée, vous êtes de votre tribu, je suis de la mienne, au meilleur des cas, on ne se rencontre pas, et si on se rencontre, il risque d'y avoir des issues violentes. Et on est en train de le voir aux États-Unis tous les jours. Je pense que Joe Biden a cette capacité, il connaît le Sénat, il connaît le pays. Vous voyez Joe Biden en campagne électorale, bon, hormis période de pandémie, il serre les mains,
il embrasse parfois même un petit peu trop. Voilà, donc je pense qu'il a quand même cette capacité à être ce père des États-Unis pour essayer de le réconcilier. À noter qu'un certain nombre d'Américains savent pertinemment que de toute façon, ça ne sera pas un président de 2 mandats. Et pourtant, il a quand même été élu. Donc je crois qu'il y a aussi cette idée que c'est un président en transition. Et dernier point, tout ça, ça a quand même un effet sur le climat des affaires. Non seulement aux États-Unis, mais au-delà, parce que je pense qu'un certain nombre d'entreprises, et on les a vues, marchent sur des œufs. Ils ont suspendu un certain nombre de contributions politiques, notamment au Parti républicain, mais pas seulement. Vous avez parlé de Twitter dans votre introduction. Donc là, on est quand même dans une dynamique dans laquelle je dirais les problèmes politiques pourraient mettre en cause les dynamiques économiques et la reprise économique. On est dans un cas classique de risque politique qui n'appartient plus exclusivement aux pays en développement. Jean-Marc, j'évoquais les promesses en matière de minimum wage qui seraient montées à $15. Je dis promesses parce que pour l'instant, il faut que tout ça soit voté, globalement. Il y a sûrement plein de gens, enfin un ensemble de gens, peut-être les plus Trumpistes qui évoqueraient, qui diraient que c'est socialiste d'augmenter le minimum wage d'une telle façon. Est-ce que, alors je ne demande pas est-ce que vous pensez que c'est socialiste, mais est-ce que c'est y compris voilà, d'un point de vue d'efficacité économique, c'est important alors je ne sais pas ce que pèse d'ailleurs le minimum wage, c'est fédéral, ça ne veut pas dire que tout le monde est dans l'ensemble du pays est forcément payé $15 de l'heure, c'est qu'effectivement c'est un espèce de niveau de référence. C'est un point important, alors ça a été important sûrement dans la campagne. C'est évidemment un message politique fort, c'est typiquement une mesure de gauche. Ouais. On est clairement là dans les valeurs démocrates, ça, il n'y a pas le moindre doute. Ensuite, on peut relativiser un petit peu la mesure, parce qu'il y a déjà, comme vous le sous-entendez, mais il y a déjà un certain nombre d'États où le salaire minimum est à $15, ouais. Il est à des niveaux inférieurs. Donc, l'effet de cette mesure, c'est pas comme si on doublait. Il n'y a pas forcément un coup dingue. Ouais, voilà. ouais. On est dans une situation. Non, mais c'était pour ça, préciser voilà. ça précisément. Non, une situation très très différente. Ouais. Et notamment les États les plus peuplés sont déjà à des salaires minimaux qui sont sensiblement supérieurs au salaire fédéral. Donc il faut limiter un peu l'effet. Ensuite, il faut voir que ça s'inscrit dans toute une réflexion académique qui a été très très nourrie depuis, je dirais, une quinzaine d'années aux États-Unis sur les effets du relèvement du salaire minimum, et qui montre que dans un certain nombre de cas, ces salaires en fait ne posent pas de problème pour l'emploi, et qu'en revanche, ils soutiennent la consommation. Et on sait qu'aux États-Unis en particulier, là encore beaucoup plus qu'en Europe, on revient avec 2 systèmes qui sont très différents. Ouais. On a eu une répartition des revenus qui a évolué de manière extrêmement marquée, extrêmement polarisée, avec des plus riches qui se sont beaucoup enrichis et des plus pauvres qui, jusqu'à 2018, ont eu un revenu qui a stagné. Ça a bougé un tout petit peu en 2018-2019, mais évidemment, ce qui se passe en 2020 est à nouveau extrêmement violent. Et donc là, on a un outil qui peut s'avérer économiquement efficace. Allez, précisons, ceux que ça intéresse, on a appris hier soir ou ce matin, enfin j'ai vu la dépêche passer qu'a priori Donald Trump avait décidé de s'installer pour 2 mois à Mar-a-Lago, donc sa résidence en Floride. Ce ne sera pas à New York, je pense qu'il sera plus tranquille là-bas, mais semble-t-il, les riverains ne sont pas très contents. Oui, je voulais juste ajouter un petit commentaire sur l'image où on avait vu les caisses qui sortaient. Ah oui, c'était pas le... Et oui, parce que ça veut dire que tout de même, il y avait du papier à la Maison-Blanche. On disait que Donald Trump ne lisait rien, qu'il n'était que sur Twitter et sur Fox News. Eh ben non, il y avait tout de même des papiers à la Maison-Blanche. C'est une information rassurante. Il avait une équipe, c'était peut-être pas les pires. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant, on va reparler de dossier Carrefour. Retour dans Late & Smart, merci de rester avec nous. On va reparler ce soir de ce dossier Carrefour, rapidement, résumé des épisodes des dernières heures. On en était resté, y compris dans le débat de cette émission hier soir, sur un refus de l'État, d'où la une des Échos, Carrefour : le retour de l'État interventionniste, l'argument de la souveraineté alimentaire contesté et le blocage d'investissement des Canadiens stupéfie le monde des affaires, disait le quotidien Les Échos, votre maison, Jean-Marc, dans le Figaro ce matin aussi. Donc en fait, c'était l'état d'esprit d'hier soir. Le Figaro nous disait que Carrefour et Couche-Tard continuaient malgré tout de négocier un projet de mariage. Ça a dû vexer le ministre de l'économie qui, ce matin, sur BFM TV, chez Jean-Jacques Bourdin, a été plus clair. Manifestement, il s'est dit, j'ai pas été assez clair. Rachat de Carrefour
Carrefour par Couche-Tard. Un nom courtois, dit ce matin à la télévision Bruno Le Maire, mais clair et définitif, sous-entendu, circuler, il n'y a rien à voir. Les dirigeants de Couche-Tard qui sont venus en France pour tenter de sauver leur truc peuvent reprendre leur avion. Ça, je ne changerai pas d'avis. Et puis, je résiste pas, j'ai trouvé ça assez drôle. La vanne d'un confrère, Bertrand Rendet, en raison du couvre-feu à 18h, l'offre de Couche-Tard sur Carrefour est impossible. Alors, est-ce que c'est le bon argument ? Je sais pas. La question, c'est et après ? Manifestement, cette opération n'aura pas lieu. Là, sinon, je pense qu'il faudrait changer le ministre de l'économie. Je pense pas que ce soit et après, sous-entendu, et après, quid demain des investissements étrangers en France ? Et après, quid de la croissance infinie du rôle de l'État dans le pays, on a, et notamment de l'action directe du ministère. On n'avait peut-être pas assez évoqué dans la loi Pacte en 2019 l'ajout d'un certain nombre de secteurs qui étaient des secteurs des secteurs d'activité sur lesquels les transactions étrangères devaient être validées par le ministère de l'économie. Comment vous interprétez, vous, au-delà des conséquences du couvre-feu à 18h, comment vous interprétez ce nom de Bruno Le Maire à cette opération, un nom qui est arrivé encore une fois très rapidement. Manifestement, le dossier n'était même pas complet, même si les discussions étaient en cours depuis plusieurs semaines, Jean-Marc. Alors, on est dans une période d'affirmation forte de souveraineté face à une épidémie. On en revient toujours à ça, mais c'est vraiment au cœur. Vous pensez qu'il y a un lien avec l'épidémie ? Écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé sur les vaccins, vous avez vu ce qui s'est passé sur les masques, vous avez vu ce qui s'est passé sur le paracétamol, qui est hallucinant. Oui, mais Carrefour ne produit rien, Carrefour est distributeur. Non, on a une crispation sur les questions de souveraineté économique en ce moment. Voilà. Et voir un groupe québécois avec un nom, pas à coucher dehors, mais Couche-Tard, qui veut racheter une entreprise qui a longtemps fait la Parce que vous avez entendu, c'est qu'en plus, il y a une espèce de jugement de valeur. On se dit c'est des ploucs. Évidemment, voilà. c'est des ploucs, c'est des stations-service qui sont dont la principale caractère. Dans le Grand Nord. La force, c'est d'être ouvert tard le soir. Qui veut racheter Carrefour. Je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, on est dans une période d'affirmation de souveraineté nationale, et puis aussi de puissance de l'État. Ceci dit, moi je comprends absolument pas cette histoire. Il y a 16 ans, je ne comprenais déjà pas que Dominique de Villepin, qui était à l'époque Premier ministre, était monté sur son fier destrier à l'assaut, tac, 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 à l'annonce d'une rumeur du rachat de Danone par Pepsi, en disant le yaourt est de la souveraineté nationale. Alors là, maintenant, c'est pas le yaourt qui est de la souveraineté nationale. C'est le vendeur de yaourt. C'est la vente de yaourt qui est de la souveraineté nationale. J'aimerais bien qu'on m'explique. Autant quand il y a Photonis, là, qui fabrique de l'optronique de défense, qui veut être acheté par un groupe... Les lunettes à vision nocturne de l'armée française. On dit, là, il y a un petit problème de souveraineté. Moi, je comprends assez bien pourquoi il peut y avoir un problème de souveraineté sur des lunettes visée nocturne, à usage militaire. En revanche... Sur des supermarchés, les hypermarchés. J'ai une vraie interrogation. Ensuite, ça pose effectivement la question de la suite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on va interdire à toute entreprise étrangère d'acheter une entreprise française un peu significative ? Ça veut dire aussi, dans l'autre sens, que les entreprises françaises qui se sont formidablement renforcées depuis 25 ans en rachetant des entreprises à l'étranger, on pense à ce qui s'est passé en Italie, par exemple, où ça a fini par provoquer des tensions politiques, mais pas seulement. Quand vous regardez les grands groupes français, ils ont connu une croissance externe absolument formidable depuis 25 ou 30 ans. Qui les a renforcés ? Qui a fait, pour certains d'entre eux, des champions mondiaux qui sont craints et redoutés dans le monde entier. Ils l'ont fait parce qu'ils ont pu acheter des entreprises à l'étranger. Alors, si on interdit aux Canadiens de racheter des entreprises françaises, le jour où il y a une entreprise française... Il faut se dire qu'il y aura peut-être un jour des rétorsions. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut... Au-delà de ça, quelle est la signification ? Alors ça, là, moi, je ne la vois absolument pas. Je vois beaucoup de signaux négatifs dans un moment qui est déjà un moment de crispation, et je crains que ça alimente un réflexe craintif et avec des relents assez nauséabonds de protection nationale. C'est d'autant plus stupéfiant qu'avec le même pays, Alstom vient d'acheter Bombardier, qui est quand même un joyau industriel canadien. Jérémy, votre analyse sur, à supposer que, ou en tout cas votre sentiment, votre réaction sur ce dossier et les conséquences qui pourraient advenir. Ça laisse perplexe, ce dossier.
Rassuré. Oui, bon, tant mieux. Parce que quand on regarde même de l'autre côté de la barrière, les motivations de Couche-Tard, effectivement, la presse étrangère, alors déjà souligne les Français seront les Français, on ne peut pas s'attendre à mieux de toute façon de leur part, surtout avec le précédent de Danone. Donc déjà, ça fait partie de notre réputation. Mais ils regardent ça du côté de Couche-Tard, ils disent, bon, il y a peut-être une motivation stratégique de long terme, station-service, dans le cadre d'une évolution où le consommateur dépend de moins en moins de l'essence, une diversification stratégique. Bon, de leur point de vue, c'est assez logique. Ça pourrait avoir du sens. Mais d'un autre côté, je veux dire, pourquoi aller en France ? Ça, c'est la première question. L'autre question qui est posée, c'est est-ce que... Sous-entendu, c'est pas le pays qui a la croissance la plus dingue au monde. Voilà, c'est ça ce que vous voulez. Voilà. Oui. Alors peut-être qu'il y a des économies d'échelle au niveau de la langue. Si tant est que le français et le québécois, ça soit la même langue. Bref, il y a une deuxième question qui se pose, c'est peut-être que les dirigeants de Couche-Tard se disent on ferait un boulot sacrément... un meilleur boulot à gérer finalement Carrefour que les dirigeants actuels. Ce qui supposerait une restructuration du groupe, ce à quoi, alors là, à mon avis, Bruno Le Maire ne veut même pas en entendre parler, encore moins dans la période de crise. Je pense que la France va devoir clarifier un petit peu ses positions sur ce genre de choses. On est à une époque assez charnière et assez incroyable, à un moment où effectivement, une des leaders historiques en Allemagne, Angela Merkel, s'apprête à tirer sa révérence. Il y a toute une discussion de savoir qui est le prochain leader de l'Union européenne. Je suis certain qu'Emmanuel Macron se rêverait à avoir ce boulot-là, mais avec cette réputation, ça risque d'être dur, à forcément toujours frustrer, contrarier au nom finalement de vouloir marquer des points politiques. Ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Et je rejoins Jean-Marc absolument. Alors, je ne sais pas si la pandémie est la cause, mais c'est certainement lié, cette crispation. On parle de plus en plus en relations internationales de ce phénomène de découplage économique. Cette idée de dire que la mondialisation hier, c'était parier sur notre interdépendance. Ouais. Encore une fois, situation gagnant-gagnant. Et là, de par les faits donc de ces tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais on voit d'autres preuves, et celle-ci en est une à mon sens, il y a de plus en plus de tentatives politiques d'essayer de dissocier les systèmes et de faire en sorte que... Chacun plus autonome. Exactement. Et ça ne serait pas une démondialisation, mais ça serait une fragmentation de la mondialisation. Et ça, je ne suis pas sûr que la France serait capable de tirer son épingle du jeu dans ce monde-là aussi. Ouais. Et là, je crains aussi un manque de vision stratégique de long terme de la part des autorités françaises. Jean-Marc, vous nous disiez, effectivement, tout ça est lié quand même, enfin en tout cas, l'espèce de crispation de souveraineté a été largement renforcée par la crise sanitaire et économique qu'on vit depuis presque un an. Une crise qui a renforcé encore, si c'était encore possible, le rôle de l'État dans l'économie française, et qui a renforcé le rôle du ministre lui-même, effectivement, qui a été, pour le coup, sûrement avec peut-être des raisons politiques, mais qui, là, pour le coup, a été sur tous les fronts, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, depuis le mois de mars, depuis la liste des commerces essentiels, lui ouvert, lui fermé, tout est remonté jusqu'au ministre. Est-ce qu'on sera capable de redescendre un peu, effectivement? Alors, sur le dépenses de l'État dans le PIB, on doit être à 63%, on était à 56%, on doit être à 63% exceptionnellement en 2020. Donc, c'est des niveaux dingues. Est-ce qu'on va être capable est-ce que l'État et ses bras va être capable de dégonfler un petit peu une fois cette crise passée? On voit que ça donne des... Voilà, quand on décide couvert, un petit côté ministre tout-puissant, là, est-ce que ça leur est monté à la tête? C'est pas forcément que lui, d'ailleurs. Mais... Non, mais Bruno Le Maire a été un ministre formidablement efficace dans l'ouverture du robinet. Ça, pour distribuer des dizaines de milliards, il a été extrêmement puissant, efficace, organisé, avec des services derrière qui ont suivi. Ce n'est pas forcément... le cas de toutes les administrations. Ouais. Voilà, donc, voilà, pour ouvrir le robinet et distribuer de l'argent, bravo. Ensuite, l'histoire récente de la France montre que quand on ouvre, ensuite, on a beaucoup de mal à refermer. Et quand on compare les grands pays européens, quand on regarde les différentes récessions, donc la récession de 1993, celle de 2009, et on voit que... en Allemagne ou au Royaume-Uni, par exemple, on a eu une montée très forte de la dépense publique pendant la récession. Et puis ensuite, ça diminue. Alors, parfois ça diminue juste après, parfois ça diminue plus tard, mais ça diminue. En France, on a un effet cliquet, c'est-à-dire ça monte, et puis ensuite, ça reste comme ça. Voilà. Puis il y a la ça remonte à la crise d'après. Voilà. Et donc,
Est-ce que cette fois-ci, on va réussir à faire différemment ? Moi, je pense qu'il faudra le faire à un moment ou à un autre, parce que sinon, les investisseurs qui détiennent encore quelques obligations françaises vont finir par se lasser. Mais on a là une vraie question. Et encore une fois, le track record, ce qui s'est passé dans le passé, n'est pas totalement rassurant. Oui. On disait il faudrait clarifier. Quelle pourrait être la bonne règle claire pour décider d'homologuer ou non. Alors c'est marrant, parce que quand l'annonce est tombée sur Carrefour avant-hier matin, on s'est tous dit, de toute façon il dit qu'il ne veut pas, mais il n'a pas son mot à dire. Puis après, rapidement, on a tous appris que... En ce qui me concerne, en tout cas, qu'il avait son mot à dire, même dans la grande distribution, le ministre, depuis la loi Pacte. Est-ce qu'il y a un moyen, comment clarifier, comment établir une règle claire sur, alors effectivement, est-ce que c'est doit relever de la défense nationale ? Alors ça, on comprend. L'énergie, on peut comprendre. L'eau, qui fait aussi partie des domaines, on peut comprendre. Les télécoms, parce que, y compris en termes de guerre, il faut maîtriser ces télécoms. Bon, bref. Qu'est-ce qui... Voilà, est-ce qu'il y aurait un moyen d'être plus clair et de cocher ou non une case ? Que font les autres, on sait, en la matière ? Alors, j'imagine qu'il y a 1000 situations différentes. Oui, non, évidemment, et je pense que vous avez assez bien résumé finalement les situations assez claires dans lesquelles on pourrait effectivement envisager que l'État ou la puissance publique... Hier, l'un de mes invités, on disait, à ce moment-là, l'État investit dans Carrefour, il prend 20%, il dit que c'est stratégique dans toutes les boîtes, et puis il dit, il est au conseil, et puis il a une espèce de voix prépondérante en cas d'acquisition. Mais au moins c'est le capital. Enfin voilà, au moins c'est cohérent avec c'est cohérent avec le fait de vouloir dire oui ou non à une fusion de. Pardon, ça peut être une manière, ça. Oui, voilà. Effectivement. Mais enfin bon, 20% de Carrefour, enfin. C'est un peu d'argent, mais il n'y a plus de problème d'argent là. Effectivement. C'est l'argent facile. C'est l'argent facile. Et je pense qu'il faut un minimum de crédibilité aussi, parce que si Carrefour, c'est la souveraineté en matière excusez-moi, j'en perds mon français, d'alimentation, dans ces cas-là, quid des autres concurrents de Carrefour ? On s'en remet pas. Il y a la question aussi de la sauvegarde de l'emploi. Donc, Couche-Tard était prêt à mettre 3 milliards d'euros dans Carrefour. D'investissement. D'investissement. Au-delà des 16 milliards de valorisation de l'offre à 20 € l'action. Ce qui est fondamental, parce qu'on parle quand même d'un secteur qui est en pleine transformation. La partie digitalisation, la partie expérience client et ainsi de suite. Donc ça aussi, ça voudrait dire quelque chose. La sauvegarde de l'emploi, là aussi, j'ai l'impression un petit peu de me répéter, mais j'ai l'impression que tout le monde a oublié. Un président élu en 2017 nous dire je ne pourrai plus vous promettre de sauvegarder vos emplois, ça serait aller contre la marge de la mondialisation, aller contre la marge de la technologie. Tu as dit, le maire, il dit pas que c'est l'emploi le sujet, même si, en tout cas, c'est pas le sujet qu'il met en avant, c'est vraiment la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Mais la sécurité de l'approvisionnement alimentaire... Non, c'est une blague, mais... Oui. Je pense, mais... Je ne comprends pas. Carrefour n'est pas en monopole de la distribution dans ce pays, et Aldi, Lidl sont allemands. Enfin voilà, donc on peut tout à fait. Est-ce qu'il y a un sujet aussi de transparence dans ce type de décision ? Jean-Marc, selon vous, le ministre tout de suite, en quelques heures, dit non, je ne suis pas favorable. Il n'y a pas une question de transparence, il y a une question d'opacité. Oui. Une question d'opacité. Un sujet de transparence. On en revient à notre point de départ. Pourquoi fait-il ça ? Quelles sont les justifications théoriques, économiques, politiques de cette décision ? Vous les avez vues ? Vous les avez entendues ? Non, la seule, c'est cette espèce de pseudo argument de souveraineté en matière de pâtes alimentaires et de riz. Ça peut se développer en une page ou deux s'il y a un peu d'argumentation derrière. Et non, on est dans l'opacité la plus complète, on est dans le fait du prince. Ça pose... Est-ce que les actionnaires de Carrefour pourraient attaquer l'État pour ça ? Je ne sais pas, il faudrait parler à un avocat, ce que je ne suis pas. Juste pour répondre à la question de Jean-Marc, peut-être que la justification, elle est politique. Et en 2022, lors d'un débat hypothétique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, quand elle l'attaquera sur la souveraineté, peut-être que ça sera Carrefour qui retombera sur la table. C'est-à-dire que... Ne pas laisser dire qu'on a laissé filer à l'étranger le plus gros employeur privé du pays, un fleuron de l'industrie des services, la grande distribution, etc., indépendamment de tout argument économique de fond, mais juste sur la symbolique. Quoi. Et d'où notre difficulté là ce soir à essayer de trouver une logique économique à une décision qui est profondément politique.
C'est la seule solution que je vois. C'est vrai qu'un ministre est un homme politique, au fond, finalement. Oui. mais il y a quelque chose qu'il ne pourra pas faire, c'est obliger les Français à aller acheter dans les hypermarchés où ils n'ont plus envie d'aller acheter. Oui. On a tout de même, derrière les problèmes de Carrefour actuellement, on a tout de même le déclin d'un modèle qui a été extraordinairement puissant, qui a fait la force des grands groupes de distribution français à partir des années 1960. Et un modèle qui est au bout de sa logique. Qu'il faut remplacer par un autre modèle. L'opération de Couche-Tard aurait peut-être permis d'aller plus vite dans cette transition, de poser la question de manière plus Ou claire. pas d'ailleurs, mais en tout cas, si ça n'a pas vraiment été étudié, manifestement. Pas de chance, il y a moins de chances que cette question-là se pose. Or, cette question-là va se poser fatalement, quand vous voyez les difficultés aussi de l'autre grand distributeur français très spécialisé dans les hypermarchés qui est Auchan. On a une vraie question à laquelle il va falloir répondre. Et derrière, il y aura des emplois, derrière, il y aura des gens qui devront travailler ailleurs, il y a des gens qui vont perdre leur emploi à court moyen terme. Ces questions-là, on n'y coupera pas. Et ça, Bruno Le Maire ne pourra pas nous obliger à aller acheter aux hypermarchés. Enfin, j'espère. Il y a beaucoup de pouvoir, mais peut-être pas encore celui-là. Allez, dans la dernière partie de l'émission, tout de suite, on va parler de politique dans d'autres pays d'Europe. Deux, trois sujets dans l'actualité, d'autres sujets pour terminer l'émission à commenter rapidement. Regardez ce titre du Financial Times aujourd'hui, un mouvement dans la politique européenne probable alors que l'élection du nouveau patron de la CDU en Allemagne est en ce moment, ce sera demain, samedi, que les militants de la CDU, c'est le principal parti, c'est le parti de Mme Merkel, le parti qui est au pouvoir. Notamment, c'est une alliance, c'est une coalition en Allemagne. Donc, élection électronique, par voie électronique, ce week-end, entre trois candidats, et notamment celui qui apparaît un peu favori, M. Friedrich Merz, qui est à gauche sur la photo. C'est plutôt un frugal, c'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui n'était pas très content qu'en Europe, notamment, on signe fin juillet cette première, avec la mutualisation des dettes, etc., les subventions pour les pays. Ça nous fait penser qu'effectivement, les pays, en Europe, ils peuvent changer. Il y a une élection aux Pays-Bas le mois prochain. J'évoquais les frugaux. Le Premier ministre des Pays-Bas était en tête de cette catégorie au sein de l'Union européenne, avait pris la tête de cette tendance-là après le départ des Anglais. En Italie, la situation de la coalition de M. Conte est quand même très faible depuis le retrait des ministres de Matteo Renzi. On s'imagine, on pourrait aller vers une crise aussi en Italie. Alors en Italie, ils ont un double sujet, c'est qu'ils ne savent pas comment ils vont dépenser les 210 milliards d'euros que l'Europe leur a donné. Jérémy, ça montre que la situation en Europe, y compris politique, dès qu'il y a des élections ou des sujets un peu de crise, ça peut basculer d'un côté de l'autre. C'est pas même la générosité européenne, cette idée des subventions, l'argent facile qu'on évoquait tout à l'heure. Tout ça, ça peut bouger, ça peut ne pas être garanti pour très longtemps. Et d'autant qu'on fait face à un déficit de leadership assez caractérisé. On en parlait il y a une minute, mais c'est vrai que ça aurait été une occasion rêvée pour un président français, acteur historique de la construction européenne, qui a toujours proposé une vision pour l'Union européenne d'agir. Et là, compte tenu du contexte, les Français ont malheureusement plus l'habitude d'irriter et de contrarier plutôt que d'unir. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on avait en Angela Merkel une partenaire qui au moins écoutait, qui avait je dirais, un sentiment de compréhension de la France. On ne sait pas ce qu'on aura à la fin. Et c'est vrai que la marge de manœuvre qu'on avait jusqu'à maintenant, on l'a peut-être un petit peu gâchée. Le sens politique exigerait peut-être aussi de clarifier un petit peu nos intentions, non seulement pour le pays, mais pour l'Europe aussi. C'est l'occasion, je crois que la France présidera l'Union européenne le premier semestre 2022, en pleine campagne électorale en France, vraisemblablement, avec un président français en campagne pour sa réélection. En plus, le futur patron de la CDU, c'est pas forcément le futur chancelier, même si la CDU gagne l'élection à l'automne prochain, parce que ce sera peut-être l'allié de la CSU qui est plus populaire, mais bon, c'est les subtilité de la politique allemande, sur cette idée que l'Europe est quand même politiquement mouvante encore. On voit bien avec toutes ces élections. D'abord, les situations de crise sont des situations politiques compliquées. Je rappelle qu'après la crise financière de 2008 et la récession de 2009, en Europe, tous les gouvernements en place ont perdu les élections, à l'exception d'Angela Merkel. Voilà.
partout. Comment c'est ça? Voilà, toutes les élections qui ont suivi, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en France. Voilà, donc, tout le monde était sorti. Pas d'exception. Voilà. Et il n'y a pas de raison que cette fois-ci, ça soit extraordinairement différent. Ensuite, sur l'Allemagne, on est dans une situation qui est une situation étonnante, parce qu'il y a effectivement un favori, mais le congrès va se passer par électronique. C'est la première fois qu'il y a un grand congrès politique qui va se tenir par électronique. Or, dans un congrès, la présence physique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. Les effets de manche, l'émotion, la voix, les discours, l'émotion, la réaction du voisin, tout ça compte énormément dans ce qui fait une élection. Voilà, c'est 1000 personnes, donc 1000 personnes dans un seul endroit. Les phénomènes de foule qui se jouent au moment de vote sont extrêmement importants. Et là, ils ne vont pas avoir lieu. Et donc, moi, j'ai entendu des Allemands très informés de la vie politique allemande qui sont très perplexes sur ce qui va sortir de on ne sait pas, il y a beaucoup de suspense. Il y a un favori, mais il y a un suspense qui est encore plus fort que d'habitude parce que on a voilà, l'épidémie change aussi la façon de faire de la politique et au sein des partis d'organiser leur leadership. Donc, incertitude allemande en trois étapes. La première étape, on ne sait pas qui va gagner. La CDU. Celui qui gagnera n'est pas sûr d'être le chancelier. Et il y a un doute absolument, une interrogation absolument énorme sur les couleurs de la prochaine coalition allemande, parce qu'on est sûr que ça sera une coalition. Il faudra donc au moins 2 couleurs, et on ne sait absolument pas ce que ça va être. On est dans une incertitude absolument radicale. Et que les analystes évoquent de façon crédible, ce qui nous paraît dingue ici, c'est-à-dire une alliance entre la droite et les écolos, en Allemagne, et les Verts. CDU et les Grünen. Allez, pour terminer, Janet Yellen nous a appris les Échos dans le journal ce matin, en 2 ans, a reçu $10 000 par jour de Wall Street. Janet Yellen, c'est l'ancienne patronne de la Fed, c'est surtout la future, dans quelques jours, patronne du Trésor, secrétaire au Trésor aux États-Unis dans l'administration Biden. $10 000, c'est un calcul, c'est au total 7,3 millions de dollars grâce à tous ces discours qu'elle a pu faire. Alors, en France, ce sera impossible. Enfin, en tout cas, de redevenir ministre après ça. Aux États-Unis, ça passe. Ou même aux États-Unis, est-ce que c'est susceptible de faire tiquer? Alors, c'est compliqué. C'est ce que les Américains appellent le phénomène de revolving door. Vous savez, c'est ces portes qui tournent sur elles-mêmes et qui permettent, dans un grand magasin, de sortir le maximum de gens tout en faisant en rentrer un maximum. C'est ce phénomène, en tout cas ce terme, qui est utilisé pour décrire cette proximité entre le secteur privé et le secteur public. À mon sens, c'est une affaire de dosage. C'est-à-dire que Michael Porter, le grand gourou de la stratégie, a écrit un papier dans la Harvard Business Review cet été pour dénoncer le phénomène. Je pense que cette consanguinité, elle est poussée à l'extrême aux États-Unis un peu trop, et ça crée des conflits d'intérêts. J'aurais la faiblesse de dire qu'en Europe, peut-être qu'on ne le fait pas assez. Si bien qu'on a un secteur politique qui parle au monde des affaires et le monde des affaires qui parle au secteur politique, mais ils ne se comprennent pas. Donc, c'est peut-être une question de curseur aussi. Ouais, on pourrait aller faire le curseur un petit peu. Il y a certains qui l'auraient bien aimé. Nicolas Sarkozy, il en a fait beaucoup. Il aurait bien aimé sans doute en faire plus. Donc, voilà. Ça pose évidemment un problème pour quelqu'un qui retourne aux affaires, je pense. Mais parce que toutes les conférences, elle les a quand même fait pour des banques et elle va devenir secrétaire au Trésor. Donc ça va quand même être l'interlocutrice des banques. Bref, à suivre. On en restera là. Il faut qu'elle soit confirmée par le Sénat, Madame Yellen, pour son poste de secrétaire au Trésor. Oui, effectivement, mais en même temps, ils ont beaucoup de choses à faire au Sénat, on l'a vu. On verra dans quel ordre elle aura le droit d'être confirmée. Merci, messieurs. Merci à tous les deux. Merci à vous. Très bon week-end. On se retrouve lundi à la même heure.